Maintenant que nous avons une définition de la limite, une définition de la convergence en bonne et due forme, eh bien ça va nous permettre de faire des vraies démonstrations sur la notion de limite. On va donc prendre dans la suite plusieurs propriétés qui concernent les suites convergentes et les démontrer justement en utilisant cette fameuse définition. Ça peut être très utile puisque même dans les exercices, on est parfois amené à démontrer la convergence d'une suite en revenant à cette définition. Donc il faut un minimum savoir l'utiliser. Commençons par cette propriété, la numéro 1, très simple. Elle dit que une suite ne peut pas avoir deux limites différentes. C'est donc la propriété que l'on appelle la propriété d'unicité de la limite. Bon, comment démontrer ça? Ça va être un raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'une suite U admet deux limites différentes et on va essayer d'aboutir à une contradiction. On va essayer de démontrer que ce n'est pas possible. Supposons donc qu'il existe une suite U qui admet deux limites différentes, et ces deux limites différentes, on va les noter, mettons L et L'. Pour comprendre ce qui ne va pas aller, il faut en fait faire un dessin. On est en train d'imaginer que notre suite U converge à la fois vers un réel L et vers un autre réel, ici, L'. Que dit la définition? La définition, elle dit donc que la suite va s'approcher de L aussi près que l'on veut, et aussi de L' aussi près que l'on veut. Autrement dit, pour n'importe quel epsilon, à partir d'un certain rang, la suite sera dans cet intervalle-là, l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Mais du coup, également, dans cet intervalle-là, l'intervalle L' moins epsilon, L' plus epsilon. Et ça, si jamais epsilon est suffisamment petit, parce que je rappelle que c'est censé être vrai pour tout epsilon, donc si jamais epsilon est suffisamment petit, c'est pas possible, puisque les deux intervalles que j'ai mis en rouge vont être disjoints l'un de l'autre, et donc les UN ne peuvent pas être à la fois dans l'un et dans l'autre. Pour que ces deux intervalles soient bien disjoints, là je disais à l'instant qu'il fallait que epsilon soit suffisamment petit, ça veut dire quoi? En fait il faut prendre un epsilon, étant donné qu'ici la distance qui est ici c'est epsilon, il faut prendre un epsilon qui est strictement plus petit que cette distance-là, la distance entre les deux, qui est L moins L', mais pas cette distance-là, pardon, strictement plus petit que la moitié de cette distance-là. À ce moment-là, c'est ce que je disais précédemment, les deux intervalles seront disjoints l'un de l'autre, et donc on aura une contradiction. Bon, on a à peu près le plan de la démonstration. Donc, on va utiliser la définition de la limite pour un epsilon bien choisi, un epsilon qui est strictement plus petit que la distance L moins L'. L moins L' divisé par 2, pardon. Un exemple tout bête, c'est de poser tout simplement epsilon qui est égal à L moins L' divisé par 3. À ce moment-là, on a par construction que epsilon est bien suffisamment petit. De cette façon, les deux intervalles L moins epsilon et L plus epsilon, L moins epsilon, L plus epsilon d'une part et pareil pour L' sont disjoints l'un de l'autre. Or, d'après la définition de la limite, à partir d'un certain rang, mettons que ce rang je le note N1, eh bien les UN sont dans le premier intervalle. Là, je suis en train de dire qu'ils vont arriver là-dedans. Et puis, également, puisque UN tend vers L', à partir d'un certain rang, un autre, qu'on peut par exemple noter N2, eh bien, les UN sont dans ce deuxième intervalle. Du coup, maintenant, si je m'intéresse au rang N3, que je note N3, et qui est défini comme étant le max de N1 et de N2, c'est-à-dire tout simplement le plus grand d'entre eux, alors, eh bien, pour tout n supérieur à n3, n est à la fois plus grand que n1 et aussi plus grand que n2. Donc, on a simultanément cet encadrement et cet encadrement. Autrement dit, un est à la fois dans l'intervalle de gauche et dans l'intervalle de droite. Et ça, c'est pas possible. Ça termine la démonstration. Conclusion, si une suite U converge vers un réel, donc si cette suite admet une limite, cette limite est unique. Deuxième propriété, disons ensemble l'énoncé. Si deux suites convergentes U et V vérifient que la limite de U est strictement plus petite que la limite de V, alors, à partir d'un certain rang, on a que UN est lui-même strictement plus petit que Vn.
Alors pour comprendre pourquoi cette propriété est vraie, il faut commencer par faire un petit dessin. Moi je fais mon dessin préféré, c'est-à-dire le dessin d'une droite réelle. On est dans une situation où la limite de U, alors je vais la noter LU pour que ça soit un petit peu plus concis. La limite de V, je vais la noter LV. Donc la limite de U est strictement plus petite que la limite de V. Donc schématiquement, on est dans cette situation-là. Maintenant, pourquoi est-ce que les UN vont être strictement plus petits que les VN? Eh bien, il faut imaginer que les UN vont se rapprocher arbitrairement proches de leur limite ici LU. D'après la définition de la limite, ça signifie plus précisément que pour tout epsilon, si jamais je prends un petit intervalle entre les deux, qui est donc LU moins epsilon, LU plus epsilon, eh bien, à partir d'un certain rang, tous les UN vont être dans cet intervalle mis en vert. Et symétriquement, étant donné que V converge vers sa limite LV, eh bien, à partir d'un certain rang, tous les Vn vont être dans l'intervalle LV moins epsilon, LV plus epsilon. Du coup, on comprend qu'en fait, c'est exactement le même raisonnement que pour la propriété précédente. Pour un epsilon choisi suffisamment petit pour que les deux intervalles, le vert et le rouge, soient disjoints, typiquement, epsilon est égal à LV moins LU divisé par 3, eh bien, on a que cette valeur-là est strictement plus petite que cette valeur-là. Or, par la définition de la limite, à partir d'un certain rang, comme on le disait, les UN sont là-dedans, donc en particulier ici, UN est plus petit que LU plus epsilon. Et puis, toujours à partir d'un certain rang, les Vn sont là-dedans, et donc en particulier ici, Vn est plus grand que LV moins epsilon. Alors je vais préciser, il faut que je le mette dans ma rédaction, que cette inégalité est vraie à partir d'un certain rang. Et donc, c'est gagné, puisque par transitivité, UN est strictement plus petit que Vn. La propriété est démontrée. La rédaction que je propose ici pour cette démonstration est certes un peu rapide, mais étant donné que le raisonnement qui est fait est tout à fait similaire à celui de la propriété précédente, c'est bon, c'est convenable. Troisième propriété, lisons-la ensemble. Si deux suites convergentes U et V vérifient à partir d'un certain rang que UN est inférieur ou égal à Vn, alors la limite de U est elle-même inférieure ou égale à la limite de V. Et ensuite, cette propriété est fausse en général avec les inégalités strictes, mais laissons cette dernière phrase de côté, intéressons-nous déjà à ce qui est vrai au théorème en lui-même, à savoir, si j'ai à partir d'un certain rang que UN est plus petit que Vn, alors la limite de U est elle-même plus petite que la limite de V. Bon, en fait, en réfléchissant, il n'y a en fait rien à démontrer. Imaginons qu'à partir d'un certain rang, on ait que UN est plus petit que Vn. Ça me permet ici d'introduire une petite abréviation que j'utilise parfois. Attention, elle n'est pas du tout officielle, hein. APCR, pour à partir d'un certain rang. À partir de là, on peut raisonner par l'absurde. Pour montrer que la limite de U est forcément inférieure ou égale à la limite de V, on peut imaginer à ce qui se passe si jamais la limite de U était strictement plus grande que la limite de V. Et là, par justement la propriété précédente, la propriété numéro 2, on avait vu que ça impliquait qu'à partir d'un certain rang, UN était lui-même strictement plus grand que Vn. Donc on a simultanément que à partir d'un certain rang, UN est strictement plus grand que Vn, mais il est aussi censé être plus petit que Vn. On a donc là une contradiction. Ok, alors voilà pour la démonstration. Maintenant, essayons de comprendre un peu ce que signifie cette propriété et également pourquoi elle est fausse pour les inégalités strictes. Ce que signifie cette cette propriété, c'est en fait qu'on peut faire un passage à la limite dans une inégalité. On suppose qu'on dispose d'une inégalité, alors il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit vraie pour tout n, hein. Il suffit qu'elle soit vraie à partir d'un certain rang, c'est bon. Et ce qu'on fait, c'est un passage à la limite. Alors là, il y a une abréviation qui est classique, qui est PAL, pour passage à la limite. Alors c'est pareil, c'est pas officiel. Et donc on peut faire un passage à la limite dans cette inégalité pour obtenir que la limite de U est inférieure ou égale elle-même à la limite de V. Cette propriété est vraie avec des inégalités larges, mais pas avec des inégalités strictes. C'est-à-dire que si jamais on a, par exemple, qu'à partir d'un certain rang, UN est strictement plus petit que Vn, alors on ne peut pas
en déduire, par un passage à la limite, que la limite de U est strictement inférieure à la limite de V. C'est ici qu'il y a un problème. C'est pas ici. Bien évidemment que si ici vous avez une inégalité stricte, alors à plus forte raison, vous avez une inégalité large. Mais c'est ici qu'il y a un problème, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en déduire l'inégalité stricte sur les limites. Regardez, c'est très simple. On va prendre deux exemples. Imaginez que vous avez UN qui est égal à moins 1 sur n et Vn qui est égal à 1 sur n. On a bien que UN pour tout n est strictement plus petit que Vn, donc cette inégalité est vraie. Mais par contre, leurs limites, eh bien, c'est les mêmes, puisque UN tend vers 0 et Vn tend aussi vers 0, donc il est faux de dire que la limite de U est strictement plus petite que la limite de V. On voit bien en fait le problème, on peut parfaitement avoir que UN est strictement plus petit que Vn, mais pourtant les deux suites ont la même limite. Donc, pour le cas où j'ai une inégalité stricte entre UN et Vn, eh bien, après avoir fait mon passage à la limite, j'ai une inégalité large. J'utilise en fait le théorème de gauche, je dis tout simplement, bah oui, si j'ai une inégalité stricte ici, alors à plus forte raison j'ai une inégalité large, et donc je fais mon passage à la limite. On dit en fait en analyse que le passage à la limite élargit les inégalités. Autre remarque sur cette propriété, attention, elle ne permet pas de démontrer qu'une suite converge. Quand on fait un passage à la limite dans une inégalité, on sait déjà que les suites convergent. Vous voyez, les hypothèses du théorème, c'est bien que j'ai deux suites dont je sais déjà qu'elles convergent. Donc j'ai des suites qui convergent et le passage à la limite est quelque chose qui me donne des informations sur leurs limites. Quatrième propriété, disons ensemble, une suite convergente est nécessairement bornée. Une suite convergente est bornée. C'est une propriété qui peut s'avérer très utile dans certaines situations et qui est parfois un peu oubliée par les élèves, alors que bon, elle n'est pas particulièrement compliquée. Je vais la démontrer dans un instant en utilisant la définition de la limite, mais cette fois-ci je vous propose que vous y réfléchissiez un peu par vous-même. La démonstration n'est pas forcément très compliquée, et puis ça vous fera un bon entraînement pour justement vous-même savoir rédiger des démonstrations à l'epsilon, comme on dit, enfin des démonstrations qui utilisent la démonstration de la limite. Donc mettez pause dans la vidéo et essayez de comprendre pourquoi cette définition, bah oui, va impliquer qu'une suite qui converge est bornée. Alors, une fois n'est pas coutume, pour comprendre pourquoi ça va être vrai, il faut faire un dessin. On peut faire un dessin de la droite réelle. Ici, je vais plutôt choisir de faire un dessin du graphe d'une suite. On sait par hypothèse que la suite que l'on considère est convergente. Donc il existe une valeur L, la limite de notre suite, telle que la suite U qu'on considère converge vers L. Le fait que U soit convergente fait qu'on sait qu'à partir d'un certain rang, d'après la définition, U va être encadré par L moins epsilon et L plus epsilon. Alors ça, c'est un très bon début en fait pour montrer que notre suite U est bornée, puisque ça nous donne un minorant, L moins epsilon, et un majorant, L plus epsilon. Et pour en fait n'importe quel epsilon. Donc ici, moi je m'en fiche, il me faut pas du tout quelque chose de précis. Je peux prendre un epsilon au pif, comme par exemple epsilon égale 3, et écrire la définition. Ici, pour epsilon égale 3, on sait que, eh bien, il existe un rang à partir duquel on a l'encadrement. Ce rang, je lui donne un nom, mettons n0. Et j'ai donc pour tout n plus grand que n0, l'encadrement suivant, un est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. On a quasiment gagné en fait, puisqu'on pourrait dire, bon bah voilà, ça y est, on a un majorant et un minorant. Oui, mais sauf que justement cet encadrement n'est pas vrai pour tout n. Il est vrai à partir de n0. Donc on a montré que notre suite était bornée à partir de ce fameux rang n0. Autrement dit, ici sur mon dessin, n0 il est bien quelque part. À partir de ce rang-là, eh bien oui, ok, tous les termes de ma suite U sont compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Maintenant, dire qu'une suite est bornée, ça ne veut pas dire qu'elle est bornée à partir d'un certain rang, ça veut dire qu'elle est bornée partout. Il me faut donc un minorant et un majorant qui sera valable pour tout n. On comprend donc que le problème, il est là. Le problème, il est pour les premiers termes de la suite sur lesquels, a priori, je n'ai aucune information. Oui, mais en fait, c'est là qu'il faut avoir une petite idée. Les termes entre 0 et ce fameux rang n0,
certes, je n'ai aucun contrôle sur ce qu'ils valent, mais il y en a un nombre fini. Donc ils sont quelque part, voilà. Mais comme il y en a un nombre fini de termes, bah, il y a bien l'un d'entre eux qui est le plus grand d'entre eux, là sur mon dessin par exemple c'est lui, et l'un d'entre eux qui est le plus petit d'entre eux, sur mon dessin c'est ça. Et donc bah voilà, ici ça va me donner une valeur petit m, et ici une valeur grand M, qui vont être respectivement un minorant et un majorant de ma suite, justement sur cette zone, les indices compris entre 0 et n0. Donc j'ai un majorant pour cette zone-là et un majorant pour cette zone-là, et un minorant ici, c'est bon, je vais pouvoir démontrer que ma suite est bornée partout. À ce moment-là, voilà ce que ça va donner au niveau de ma rédaction. On va dire, on note par exemple grand M ici, le max des UK pour K variant entre 0 et N0. Et puis de même, ici sur mon dessin, petit m qui va être le minimum de ces nombres. De cette manière-là, par construction, je sais que pour tout n appartenant à l'intervalle d'entier 0, n0, eh bien, on a l'encadrement suivant, un est compris entre petit m et grand M. Ça me donne un autre encadrement de un. Maintenant, en combinant ici cette information en haut qui est vraie pour n plus grand que n0 et cette information en bas pour n plus petit que n0, je veux obtenir un encadrement général pour tout n. Conclusion, pour tout n appartenant à grand N, mon un, je vais pouvoir le majorer par le plus grand des deux. Il y en a bien un des deux qui est le plus grand entre L plus epsilon et grand M. Donc ici le max entre L plus epsilon et grand M. Et puis à gauche, ici, le plus petit des deux entre L moins epsilon et petit m. Ces deux quantités à gauche et à droite sont des constantes. On a donc bien démontré que la suite U est bornée. Et ça termine la démonstration. Alors, petite remarque, on constate dans l'énoncé du théorème et puis également dans la démonstration du théorème que c'est un théorème théorique qui ne dit pas le minorant et le majorant. Il dit juste la suite est bornée, donc elle admet un minorant et un majorant, et on n'a pas de contrôle dessus. Ici, on voit bien à gauche et à droite que ces nombres peuvent être arbitrairement grands, et en particulier, ils n'ont pas de lien direct avec la limite. En particulier, une idée fausse serait de croire que parce que ton terme général un tend vers une limite L, alors il va être majoré par L. Non, pas du tout. Je dis pas forcément majoré par L, mais pas non plus forcément minoré par L, il n'y a pas de lien. Passons maintenant à la cinquième propriété qu'on va lire ensemble. Si une suite U converge vers un réel petit l, alors il en est de même pour toutes ces suites extraites. Quand je dis qu'il en est de même pour toutes ces suites extraites, c'est-à-dire qu'elles convergent toutes, et elles convergent aussi vers la même limite petit l que la limite de la suite U de référence qu'on a prise au départ. Alors on va faire deux choses, on va d'abord démontrer ce théorème, vous allez voir que c'est pas particulièrement compliqué, et puis surtout, deuxièmement, on va montrer à quoi sert ce théorème. Alors tout d'abord la démonstration. On va commencer par fixer une suite U et supposer qu'elle converge vers un réel L. Puis on va considérer une fonction d'extraction, c'est-à-dire une suite d'entiers phi de n d'entiers naturels, qui sont strictement croissants. Le but est bien sûr de montrer que U de phi de n tend vers L. Commençons par comprendre pourquoi intuitivement ça va être vrai. On est en train de regarder ici une quantité du type U de phi de n. Et les phi de n, c'est pas n'importe quoi, ce sont des entiers naturels, et ce sont des entiers naturels qui sont strictement croissants. C'est là que cette définition d'une extraction va s'avérer très importante. Lorsque vous prenez des entiers naturels qui sont strictement croissants, il vérifie la chose suivante. Tout d'abord, phi de 0, bon, il est positif, et puis d'autre part, pour tout n appartenant à grand N, phi de n plus 1, il est donc strictement plus grand que phi de n. Autrement dit, puisque ce sont des entiers, il est plus grand que phi de n plus 1. Donc en fait, d'un entier à l'autre, vous avez un incrément de au moins 1. Ça va faire que vos phi de n, nécessairement, ils vont tendre vers plus l'infini. Donc ici, je mets en paramètre de ma suite U un indice qui tend vers plus l'infini, et je comprends donc que ma suite va avoir la même limite que la suite U.
Bon, alors le problème, si vous voulez, c'est que dans ce cours, on n'a toujours pas défini ce que ça signifiait que tendre vers plus l'infini. Bon, donc on va pas pouvoir passer par cette chose-là, mais il n'y a pas besoin. On peut dire en fait quelque chose de beaucoup plus simple sur les phi de n, qui est que les phi de n sont au moins aussi grands que n. Regardez, je vous explique pourquoi. Donc phi de 0, on sait qu'il est positif, ça c'est sûr, hein, c'est un entier naturel. Et puis ensuite, phi de 1, en utilisant ici cette propriété-là, phi de 1, il est plus grand que phi de 0 plus 1. Comme phi de 0 est plus grand que 0, bah tout ça c'est plus grand que 1. Et puis phi de 2, il est plus grand que phi de 1 plus 1. Phi de 1 qui lui-même est plus grand que 1, donc phi de 2 est plus grand que 2. Je continue, phi de 3, il est plus grand que phi de 2 plus 1. Phi de 2 qui est plus grand que 2, donc phi de 3 est plus grand que 2 plus 1, c'est-à-dire qu'il est plus grand que 3. Et on voit bien que ici, en fait, par une récurrence toute simple, on va bien réussir à démontrer que phi de n est plus grand que n. Cette inégalité, en fait, c'est la clé de la démonstration. Elle nous permet de voir que non seulement u de phi de n va tendre vers L, mais même en fait que moralement, u de phi de n aura tendance à tendre plus vite vers L que la suite u elle-même. Alors, rédigeons maintenant proprement tout ce passage. Par définition, les phi de n étant une suite d'entiers strictement croissantes, on a la chose suivante. Le premier de ces entiers est positif, ce sont des entiers naturels. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a un incrément d'au moins 1 entre phi de n plus 1 et phi de n, et cela pour tout n. Donc, par récurrence immédiate, cela nous donne que pour tout n, phi de n est plus grand que n. C'est la clé de la démonstration. Maintenant, ce n'est pas fini, encore faut-il utiliser cette information pour montrer proprement que u de phi de n tend vers L. Pour faire cela, en fait, il suffit de revenir à la définition. On va fixer un epsilon. Et puis, étant donné qu'on sait que u tend vers L, hein, c'est notre hypothèse de départ, on sait qu'à partir d'un certain rang, la distance entre un et petit l est inférieure à epsilon. Du coup, pour les petits n qui sont plus grands que n0, eh bien on va avoir la chose suivante. On va avoir que phi de n est plus grand que n, ça on le sait justement par cette propriété-là, qui lui-même est plus grand que n0. Donc ici, cette propriété qui est censée être vraie pour tous les entiers qui sont plus grands que n0, je peux l'appliquer ici à phi de n. Ça donne la chose suivante. On a donc montré qu'à partir d'un certain rang, qui est donc ce rang n0, eh bien u de phi de n est à une distance L inférieure à epsilon. Ce travail, il a été fait pour n'importe quel epsilon, puisque au départ j'ai fixé un epsilon complètement quelconque. Donc d'après la définition de la limite, on a bien montré que u de phi de n tendait vers L. Et ça termine la démonstration. Vous voyez ici, cette phrase, elle est très importante. Si jamais vous faites un raisonnement à l'epsilon pour montrer qu'une suite converge, cette phrase finale, et bien évidemment qui fait référence ici à la quantification d'epsilon au début du raisonnement, montre que vous avez bien compris la définition de la limite. Passons maintenant au plus important, à savoir à quoi sert ce théorème. En fait, ce théorème, il a deux utilités très différentes l'une de l'autre. La première, c'est une utilité qu'on pourrait qualifier de positive, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de justifier qu'une suite converge. C'est très simple, dans ce cas-là, vous utilisez directement le théorème. Imaginez par exemple que vous êtes dans une situation où vous savez qu'une suite tend vers une limite L, et bien ce théorème vous permet d'affirmer immédiatement que par exemple, je sais pas, u de 2n tend vers la même limite L, ou alors que u de n plus 1 tend vers la même limite L, puisque ces deux suites sont deux suites extraites de la suite U, donc elles admettent la même limite. Bon, en fait, vous faisiez déjà ce genre de raisonnement, vous disiez déjà ce genre de choses, parce que ça vous paraissait logique. Vous disiez, bon ben voilà, ici j'ai des indices qui tendent vers plus l'infini, donc bon ça me paraît logique que ça soit la même limite. Maintenant, vous avez un théorème qui vous permet de le justifier proprement. La deuxième utilité, en fait plus importante que la première, elle est au contraire négative entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle consiste à justifier qu'une suite ne converge pas. Le principe est alors le suivant. Si jamais vous avez une suite et que vous voulez montrer qu'elle diverge, eh bien une manière de procéder, c'est que vous mettez en évidence deux suites extraites de cette suite qui n'ont pas le même comportement en plus l'infini, typiquement qui ont deux limites différentes en plus l'infini. Et à ce moment-là, vous pouvez en déduire que la suite de départ est forcément divergente, en faisant un raisonnement par l'absurde, en disant, bah oui, en fait, si jamais la suite était convergente, alors d'après le théorème, ces suites extraites
devraient avoir toutes le même comportement en plus l'infini. Elles devraient toutes converger vers la même valeur. Or là, je mets en évidence deux suites extraites bien choisies qui n'ont pas le même comportement en plus l'infini. Donc contradiction, donc par raisonnement par l'absurde, la suite nécessairement diverge. Regardez, on va prendre ensemble un exemple. On va considérer la suite U qui est définie comme étant la suite des moins 1 puissance n. Cette suite, on va montrer qu'elle diverge. En fait, vous le disiez avant que c'était une suite divergente, un peu par culture, ou alors tout simplement parce que ça vous semblait logique de dire que cette suite divergeait, qu'elle n'admettait pas de limite, parce qu'elle prenait alternativement des valeurs qui étaient 1 et moins 1, mais maintenant on va le démontrer proprement. Pour cela, on va s'intéresser à deux suites extraites. Alors on ne va pas aller les chercher bien loin, on va regarder d'une part la suite des U de 2n. Pourquoi les U de 2n? Puisque si vous prenez U en 2n, vous obtenez moins 1 puissance 2n, c'est-à-dire 1. Du coup, ce qui se passe, c'est que cette suite extraite, U de 2n, eh bien, vu qu'elle est constante à 1, en particulier, elle tend vers 1. Pardon, excusez-moi. Voilà. Deuxième suite extraite, eh bien, on va s'intéresser au terme impair, autrement dit, à la quantité U de 2n plus 1. Moins 1 puissance 1 entier impair, ça fait moins 1. J'ai donc ici une suite extraite qui est constante à moins 1, et donc à plus forte raison, cette suite extraite converge vers moins 1. C'est gagné. La suite U a donc deux suites extraites qui admettent une limite différente, donc par le théorème, la suite U diverge. Je me répète, mais c'est important de bien comprendre le principe de ce raisonnement. En fait, il y a ici un raisonnement par l'absurde qui se cache, c'est-à-dire qu'on se dit, si jamais la suite U convergeait, alors par le théorème, toutes ces suites extraites admettraient la même limite, or ce n'est pas le cas. Donc contradiction, et donc U diverge. Cette technique va s'avérer être la technique de référence pour montrer qu'une suite diverge, donc elle est très utile. Sixième propriété des suites convergentes, on arrive maintenant sur des propriétés que vous connaissez déjà pas mal, à savoir des théorèmes d'opération sur les limites. On considère deux suites convergentes, U qui tend vers une limite LU, et V qui tend vers une limite finie LV. Et on a la chose suivante, la somme UN plus Vn tend bien vers la somme des limites. Une constante fois UN tend vers cette constante lambda fois la limite de U. Ensuite, le produit UN fois Vn tend vers le produit des limites. Valeur absolue de UN tend vers valeur absolue de la limite de U. Ensuite, si jamais la limite de U est non nulle, alors l'inverse de UN tend vers l'inverse de cette limite. Et enfin, si UN tend vers 0+, alors 1 sur UN va tendre vers plus l'infini. Alors ici, j'abuse un tout petit peu puisque la définition de tendre vers plus l'infini, on va la voir juste après, mais bon, c'est pas grave. Simplement, petite parenthèse ici. Attention, il faut qu'on se mette bien d'accord sur ce que signifie UN tend vers 0+. Notamment sur le fait que ici, cet objet, 0+, n'a aucun sens en tant que tel. 0+, ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est simplement tendre vers 0+. C'est une expression, c'est une notation qui signifie deux choses. Qui signifie premièrement UN tend vers 0, au sens de la convergence donc qu'on a vu, et deuxièmement qu'à partir d'un certain rang, les UN sont strictement positifs. Donc, je me répète, pardon d'être un peu lourd, mais ça va mieux en le disant, 0+ n'a pas de sens en tant que tel. Ce qui a du sens, c'est toute cette phrase-là, et elle signifie ces deux choses-là. Bon, maintenant, on va s'intéresser à la démonstration de tout ça. Alors, on va pas faire toutes les démonstrations, ce serait trop long, et en fait, pas forcément très utile et intéressant vis-à-vis de ce que nous, on a à faire avec les suites. Mais je vais quand même en faire une. Je vais démontrer la première, ici. Parce que, vous allez voir, ça va mettre en évidence certaines questions, certains problèmes de démonstration que vous pouvez rencontrer, vous, dans les exercices, où vous voulez justifier une convergence en revenant à la définition. Bon, alors, imaginons que donc on sache que UN tend vers LU, que Vn tend vers LV, et qu'on veut démontrer que UN plus Vn tend vers la somme des limites LU plus LV. Tout d'abord, je pense qu'une bonne chose avant de commencer la démonstration, c'est d'écrire ce qu'on veut démontrer. Si je veux démontrer en revenant à la définition que UN plus Vn tend vers LU plus LV, eh bien je veux démontrer la chose suivante, que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang n0, à partir duquel eh bien, j'ai la propriété suivante, UN plus Vn est encadré par, à droite,
LU plus LV plus epsilon, et à gauche, LU plus LV moins epsilon. Voilà, c'est notre objectif. Laissons-le de côté. Maintenant, si on veut passer à la démonstration, vu la phrase que l'on veut démontrer, et le fait qu'elle commence par, ici, exprimer une généralité sur epsilon strictement positif, la première phrase naturelle, c'est donc de fixer un epsilon strictement positif. Ensuite, on veut démontrer qu'à partir d'un certain rang, on a ceci, on a cela. Or, on a quand même des informations, bien évidemment. On sait que UN tend vers LU et que VN tend vers LV. Donc, vis-à-vis de ce fameux epsilon que l'on a fixé, on peut dire que, eh bien, à partir d'un certain rang, que l'on va noter par exemple N1, eh bien, UN est compris entre sa limite moins epsilon et sa limite plus epsilon. Ensuite, même chose à propos de la suite V. À partir d'un certain rang que l'on peut noter par exemple N2, eh bien, on a le même type d'encadrement sur Vn. Très bien, alors le fait d'avoir écrit ces choses-là est bien sûr très utile puisque nous, on veut un encadrement sur UN plus Vn. Donc une idée qui peut paraître naturelle, c'est de faire ici la somme de ces deux encadrements pour faire apparaître à cet endroit-là la quantité UN plus Vn. Si jamais je veux utiliser les deux encadrements, il faut donc que les deux soient vrais. Le premier est vrai à partir de N1, le deuxième est vrai à partir de N2, donc les deux vont être vrais à partir du max du plus grand de ces deux indices, N1 et N2. Je vais donc poser l'indice par exemple N3 qui est égal au max des deux. Et donc pour N plus grand que N3, je peux faire la somme de cet encadrement 1 et de cet encadrement 2 pour obtenir la chose suivante. UN plus Vn est majoré ici par la somme de ces deux quantités, ce qui donne LU plus LV plus 2 epsilon, puisque j'ai sommé ce epsilon et ce epsilon. Symétriquement à gauche, je peux minorer UN plus Vn par la somme des deux limites, LU plus LV, moins 2 epsilon, j'ai lui et j'ai lui. Alors là, cette phrase, je l'encadre et regardez, c'est maintenant que c'est très intéressant. J'ai donc montré qu'à partir d'un certain rang, cette phrase encadrée en bleu était vraie. Si jamais je compare avec la phrase que je veux démontrer ici dans mon encadré en rouge, eh bien, on peut voir que c'est quasiment la même, mais ça n'est pas la même, puisque ici je veux un encadrement à epsilon près, alors que ce que j'ai obtenu, c'est un encadrement à 2 epsilon près. On pourrait à ce stade se dire, bah mince, en fait, ça marche pas. Puisque 2 epsilon est plus grand, je commets donc une erreur plus grande qu'epsilon. Je ne peux pas majorer ici 2 epsilon par epsilon. Mais en fait, non, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que le travail qui a été fait ici a été fait quel que soit epsilon. Donc on peut se dire la chose suivante, bah, quitte à faire ce travail pour epsilon, autant le faire pour epsilon sur 2, qui lui-même est un nombre strictement positif, et donc pour qui tout ce qui a été fait est également juste. Donc, si jamais on est puriste vis-à-vis de cette définition que l'on veut obtenir dans l'encadré rouge, eh bien, on peut prendre son blanco ou prendre son stylo vert et reprendre la démonstration, par exemple, à cet endroit-là, en disant, bah là, cette phrase que j'écris sur la suite U, au lieu de l'appliquer à epsilon, je l'applique à epsilon sur 2, et ça donne la chose suivante. Même chose ici pour V, cet encadrement, il est vrai pour epsilon sur 2. Ce qui fait que du coup, dans mon encadrement ici en bas, au lieu d'obtenir epsilon plus epsilon, ici 2 epsilon, eh bien j'obtiens epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, c'est-à-dire epsilon tout court. Même chose ici, j'obtiens epsilon tout court. Ça me permet de conclure ma démonstration. Ce travail étant vrai pour tout epsilon strictement positif, on a bien montré par la définition de la limite que UN plus Vn tend vers LU plus LV. Voilà, on est revenu très rigoureusement parlant à la définition de la convergence en ce qu'on appelle découpant le epsilon. Maintenant, en fait, je prétends qu'il n'y a absolument pas besoin de faire ce travail en coupant le epsilon en deux pour montrer la convergence. Pourquoi? Parce que vous obteniez à la fin 2 epsilon, 3 epsilon, 5 epsilon, 25 epsilon, eh bien, étant donné que ce que vous faites est vrai pour tout epsilon, vous pouvez appliquer le travail à epsilon sur 2, epsilon sur 3, epsilon sur 25. Donc ici, je peux gommer tout ce que j'ai mis en vert, il n'y a aucun problème.
Vous finissez votre démonstration en ayant un encadrement à 2 epsilon près, par exemple, et tout est dans cette phrase-là. Ce travail étant vrai pour tout epsilon strictement positif, on a bien démontré cette convergence.